Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat pour l'ouverture de la session extraordinaire sur fond de grogne des parlementaires. Ils s'inquiètent de l'avalanche des textes qu'ils ont à examiner à la demande du président de la République et du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Il faut dire que d'ici au 25 juillet, date des vacances parlementaires, l'agenda des députés et des sénateurs est bien rempli et beaucoup se disent usés par cette inflation législative qui paradoxalement était dénoncée par la gauche du temps de Nicolas Sarkozy. Or aujourd'hui, après un an de quinquennat, François Hollande a déjà fait voter 39 lois. Nicolas Sarkozy, à la même époque, avait fait voter, lui, 42 lois. Alors cet après-midi, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, devrait à son tour dresser un bilan de la session ordinaire avant d'ouvrir officiellement cette session extraordinaire qui, je vous le rappelle, sera donc particulièrement chargée pour les sénateurs puisqu'ils auront à examiner un texte sur la transparence de la vie publique, la réforme du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, ou encore le projet de loi visant à lutter contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière, sans oublier 2 séances de questions d'actualité au gouvernement et 2 débats. Cet après-midi, un débat concernant l'avenir de la politique agricole commune, mais aussi jeudi, un débat d'orientation budgétaire. Alors sans plus tarder, direction l'hémicycle du Sénat pour suivre cette séance. Bon après-midi à tous. La séance est ouverte, mes chers collègues. Je rappelle qu'au cours de la séance du 18 juin dernier, il a été donné connaissance au Sénat du décret de Monsieur le Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire à compter du 1er juillet 2013. Je constate que la session extraordinaire est ouverte. Le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Il n'y a pas d'observation. Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. Mes chers collègues, j'ai le très profond regret de vous faire part du décès de notre collègue Jean-Louis Lorrain, survenu le 27 juin. Il fut sénateur du Haut-Rhin de 1995 à 2004 et l'était redevenu depuis le 7 mars 2010. Je prononcerai son éloge funèbre ultérieurement, mais je tiens d'ores et déjà à saluer sa mémoire. Au nom du Sénat, je souhaite exprimer notre sympathie et notre profonde compassion à sa famille, à ses proches et au groupe UMP. Je vous propose d'observer un instant de recueillement. Je vous remercie. Conformément aux articles L. 325 et 179 du Code électoral, Monsieur le ministre de l'Intérieur a fait connaître qu'en application de l'article du Code électoral 320, Madame Françoise Bogg est appelée à remplacer, en qualité de sénateur du Haut-Rhin, Monsieur Jean-Louis Lorrain, décédé le jeudi 27 juin 2013. Son mandat a débuté le vendredi 28 juin 2013 à 0 heure. Au nom du Sénat tout entier, je lui souhaite une cordiale bienvenue. Monsieur le ministre, mes chers collègues, comme le veut notre tradition, je voudrais revenir avec vous sur la session ordinaire qui vient de s'achever et au cours de laquelle le Sénat a beaucoup travaillé. Nous avons en effet tenu, je vais être précis, 866 heures de séance publique, auxquelles il faut ajouter les quelques 1337 heures de commission et les 281 heures de délégation. Nous avons ainsi dépassé la référence fixée par l'article 28 de la Constitution de 120 jours avec 122 jours de séance. Ce temps a été partagé de façon équitable.
le partage défini par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n'est pas tout à fait celui qui avait la préférence du Sénat. Nos collègues qui avaient travaillé sur cette révision s'en souviennent. Il conduit cependant à un nouvel équilibre entre les projets du gouvernement et les propositions de loi, mais aussi entre le temps consacré à légiférer et celui dévolu au contrôle. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à relever les difficultés, les lacunes même d'un tel fonctionnement qui nous conduit à traverser des périodes d'intense activité, parfois à la limite de l'acceptable pour un bon travail législatif, suivies de semaines beaucoup moins chargées qui entraînent une faible mobilisation. Pourtant, les projets du gouvernement occupent près de 2/3 du temps de séance publique, mais le 3e tiers consacré aux propositions et aux débats souhaités par les sénateurs s'est révélé particulièrement dense puisque l'initiative sénatoriale a constitué 51% des sujets mis à l'ordre du jour. Le Sénat a ainsi examiné 48 propositions de loi, dont 35 d'initiative sénatoriale, pour seulement 35 projets de loi. 39 textes, sans compter les 34 conventions internationales, ont été définitivement adoptés par le Parlement, dont 8 propositions de loi sénatoriales portant sur des sujets très divers tels que l'alerte dans les domaines de la santé et de l'environnement, le transfert des biens sectionaux aux communes ou la réforme de la biologie médicale. Une loi sur 5 prend ainsi naissance au Sénat grâce au dialogue approfondi entre les deux assemblées. Pour que les propositions sénatoriales deviennent des lois de la République, encore faut-il que la navette suive, ce qui suppose une vigilance permanente afin d'assurer la bonne fin de la procédure législative. Par exemple, pour l'introduction de la notion de préjudice écologique dans notre droit ou l'instauration d'une journée nationale d'hommage à la résistance. Les groupes politiques ont pris une part active dans l'inscription des initiatives sénatoriales discutées en séance plénière. Au total, 75% des sujets ont été proposés par les groupes, 25% par les commissions. Au sein de ces initiatives, le pluralisme s'exprime pleinement, la répartition du temps donnant à chacun la possibilité de contribuer au débat. Avec le ministre chargé des relations avec le Parlement, la conférence des présidents a joué un rôle déterminant de pilotage de l'ordre du jour, on pourrait dire des ordres du jour du Sénat, de manière à concilier les priorités gouvernementales et l'impératif d'un débat approfondi et pluraliste. Cet ordre du jour, loin d'être figé ou rigide, a pu évoluer au gré des priorités gouvernementales ou sénatoriales. Ainsi, le Sénat a inscrit dans une semaine sénatoriale le premier projet de loi sur la réforme territoriale et le gouvernement a fait preuve de réciprocité pour répondre aux souhaits des sénateurs avec des débats européens ou sur le bilan annuel de l'application des lois. La session 2012-2013 a d'une certaine manière confirmé ce que j'appellerais la force du bicamérisme. Plus de la moitié des 39 textes adoptés définitivement l'ont été au fil de la navette et le tiers à la suite d'un accord de CMP. 6 lois, essentiellement de nature financière, ont fait l'objet d'une lecture définitive à l'Assemblée nationale. Certains y voient le signe d'un affaiblissement du rôle législatif du Sénat, mais c'est une situation qui est régulièrement intervenue dans notre Assemblée. Depuis 1958, au Sénat, la majorité a rarement eu les moyens de s'imposer, mais souvent l'obligation de se construire. Dans notre Assemblée, les scrutins se suivent et ne se ressemblent pas, car nos échanges permettent souvent de trouver le chemin du compromis, lorsque, bien sûr, la volonté existe. À cet égard, le travail accompli récemment par la Commission de la Culture et les différents groupes sur la refondation de l'école et sur l'enseignement supérieur est exemplaire. Je tiens d'ailleurs à saluer la contribution des groupes politiques, de l'opposition et de la minorité, qui n'ont pas bloqué le processus, mais contribué à l'amélioration des textes de la même façon que le Sénat de l'alternance au lendemain du 1er octobre 2011 avait pleinement joué le jeu institutionnel. Pour mettre en œuvre son programme, le gouvernement a eu recours à la procédure accélérée
pour 31 textes. Ce chiffre élevé a eu pour effet de réduire le délai moyen d'examen des textes de 9 à 5 mois. Si cette procédure est utile pour assurer un examen rapide des textes jugés prioritaires, elle écourte prématurément le dialogue entre les deux assemblées au risque de compromettre les chances d'un accord. C'est d'ailleurs après l'échec de la commission mixte paritaire qu'un accord a été trouvé en nouvelle lecture sur le projet de loi sur l'Assemblée des Français de l'étranger. Afin de tenir le rythme des réformes, le Sénat est parvenu à un meilleur équilibre entre le travail en commission et en séance. Le travail collectif des commissions a ainsi joué un rôle essentiel pour assurer la clarté et la cohérence du débat en séance plénière. Le temps de séance est une denrée rare et précieuse. Aussi, rien ne doit être négligé pour préparer en amont le travail au sein de l'hémicycle. Nos débats de contrôle peuvent y contribuer. Le temps consacré à ces débats a progressé de 27%, atteignant 205 heures avec 47 débats d'initiative sénatoriale, dont 4 débats préalables à des réunions du Conseil européen. Le redéploiement des activités de contrôle répond sans doute à une aspiration et à une nécessité démocratique. Ce sont au total 124 chantiers qui ont été engagés au cours de la session ordinaire, dont 62 actions conduites par les commissions permanentes, 23 par la Commission des affaires européennes et 27 par les délégations et l'Office. Notre Assemblée ne peut que se réjouir d'assumer avec tant de vigueur cette mission constitutionnelle. Toutefois, nous pourrons sans doute engager une réflexion sur la multiplication des activités qui peut poser des difficultés de présence, en particulier aux groupes minoritaires, ou conduire à exiger des sénateurs des dons d'ubiquité qu'ils n'ont pas. 124 actions de contrôle, c'est beaucoup, si l'on souhaite assurer dans la durée une prise en charge politique, matérielle et administrative. Il nous faut donc trouver l'équilibre pour un contrôle moins dispersé, plus efficace, plus suivi, et donner à nos travaux le meilleur impact. Les travaux transversaux conduits par les commissions et délégations constituent une voie intéressante dont la session écoulée a confirmé le succès et la richesse. Le contrôle de l'application des lois est ainsi le prolongement naturel de la fonction législative. Il en constitue très souvent le préalable nécessaire, comme l'illustre l'action de la Commission pour le contrôle de l'application des lois aux côtés des commissions permanentes. Nous pouvons également nous féliciter du bilan de notre délégation à l'outre-mer qui a, dès sa première année, engagé des travaux en prise directe avec les préoccupations de nos concitoyens ultramarins. La grande qualité du rapport commun de cette délégation et de la Commission des affaires économiques sur l'impact économique de la défiscalisation vient de le confirmer. Mes chers collègues, tout au long de la session 2012-2013, le Sénat a pleinement assuré son rôle de représentant des collectivités territoriales et a été, je le crois, à l'écoute des élus locaux. Nous avons en effet commencé la session avec les États généraux de la démocratie territoriale, grâce auxquels nous avons renoué le fil du dialogue entre l'État et les acteurs locaux. Et nous avons presque achevé la session avec l'examen du premier volet de la réforme territoriale présenté par le gouvernement. Dans ce débat, même si pour beaucoup, commencer par le volet concernant les métropoles pouvait nuire à la cohérence recherchée, le Sénat a su faire entendre sa voix. Des choix courageux ont été faits vers une plus grande lisibilité et une plus grande efficacité pour nos territoires. Cela a été possible grâce au climat de concertation et au travail de notre commission des lois. Ce résultat montre que le pluralisme qui suscite parfois la perplexité des commentateurs politiques nous oblige à faire preuve d'ouverture et de pragmatisme pour trouver ensemble les solutions les plus conformes à l'intérêt général. À l'heure où notre pays traverse la crise que vous connaissez, le Sénat a consacré de nombreuses heures à l'examen de textes qui répondaient aux premières préoccupations des Français, la lutte contre le chômage et la relance de la croissance. Les projets de loi créant les emplois d'avenir et les contrats de génération, mais aussi
la loi de sécurisation de l'emploi ou encore la création de la Banque publique d'investissement en sont l'illustration. Au-delà de l'économie et de l'emploi, toutes les priorités des Français ont été au cœur de notre ordre du jour. Je pense naturellement au logement, mais aussi aux textes portant sur l'éducation. La session 2012-2013 nous a également rappelé que les débats qui agitent la société ne mettent jamais longtemps à passer le seuil du Parlement. Comme ce fut souvent le cas au cours de son histoire, le Sénat a été un acteur convaincu de la lutte pour l'égalité des droits. Pour preuve, le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe détient un record pour cette session, 51 heures de débat en séance publique et presque autant pour les travaux des commissions. Chers collègues, au cours de cette session particulièrement chargée, le Sénat a confirmé sa mobilisation et son expertise sur les sujets internationaux. Notre Assemblée s'est littéralement déployée vers l'étranger. C'est ainsi que j'ai eu l'honneur de conduire l'importante délégation du Sénat invitée à commémorer le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, le 22 janvier dernier à Berlin. En matière européenne, l'accord intervenu en avril sur la création d'une conférence interparlementaire associant le Parlement européen et les parlements nationaux pour débattre des politiques budgétaires est une avancée importante qui doit renforcer la légitimité démocratique de l'Union économique et monétaire. Cet accord peut être considéré comme un succès pour le Sénat car il est largement inspiré des positions que nous avons défendues lors de la négociation du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance en Europe. La première réunion de cette nouvelle conférence aura lieu dès l'automne prochain en Lituanie. La session aura enfin été marquée par les débats sur la situation au Mali. L'intervention de nos forces armées dans ce pays a fait l'objet d'un premier débat dans les jours qui ont suivi le déclenchement de l'opération Serval, puis d'une autorisation de sa prolongation conformément à l'article 35, alinéa 3 de la Constitution. La qualité des débats à cette occasion, nourrie par l'excellent travail de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, a été saluée par l'ensemble des observateurs. Notre mission de représentation ne saurait être accomplie sans un lien étroit avec les citoyens et les élus locaux. Plusieurs initiatives ont contribué au cours des derniers mois à rendre le Sénat plus ouvert et plus accessible à nos concitoyens. En témoigne la présence renforcée du Sénat sur les réseaux sociaux où des centaines de milliers d'internautes suivent aujourd'hui notre actualité. En ce qui concerne l'audiovisuel, un contrat d'objectifs et de moyens a été conclu le 12 décembre dernier avec la chaîne Public Sénat. Parmi les 18 objectifs assignés à la chaîne, je retiendrai notamment celui consistant à améliorer l'enracinement sénatorial de la grille dans le strict respect du pluralisme politique. Toujours dans le domaine audiovisuel, un accord a été conclu avec France Télévisions pour instaurer un rendez-vous fixe sur France 3 le jeudi à 15 h. Ainsi, les téléspectateurs peuvent-ils suivre en direct les questions d'actualité et les questions cribles, même si, il faut bien le reconnaître, nous avons à nous interroger pour assurer plus de présence dans ces moments-là. Monsieur le ministre, mes chers collègues, pour finir, j'aimerais évoquer des questions qui touchent à l'avenir de notre Assemblée. La crise que traverse notre pays est certes une crise économique, mais nous connaissons aussi une crise politique et, si j'ose le dire, une crise morale. Les citoyens regardent avec beaucoup de perplexité leurs institutions, parfois même avec défiance. Pour répondre à leurs interrogations, le Parlement doit se réformer. Le premier axe de réforme, c'est celui de la représentativité. Nous devons être le fidèle reflet de la diversité des citoyens. Le deuxième axe, c'est celui de la gestion budgétaire. Nous devons être irréprochables dans l'utilisation que nous faisons de notre dotation de fonctionnement. Pour respecter cette exigence, j'ai souhaité améliorer notre dispositif de contrôle interne en faisant appel à l'expertise de la Cour des comptes. La convention qui lui permettra de certifier directement nos comptes sera prochainement examinée par notre bureau. Le troisième axe, c'est celui de la déontologie. Le Sénat a joué en la matière un rôle précurseur, puisque nous avons publié dès l'été 2012 sur notre site Internet
les déclarations d'activité et d'intérêt de tous les sénateurs. Nous devons donc encore approfondir cette réflexion. C'est l'un des sujets qui nous occupera lors de cette session extraordinaire avec l'examen des textes relatifs à la transparence de la vie publique. Mes chers collègues, après ce bilan de la session 2012-2013, mes derniers mots avant que nous ne reprenions le cours normal de nos travaux seront des mots de gratitude et de reconnaissance. Ma reconnaissance s'adresse en premier lieu à chacun d'entre vous pour l'immense travail accompli au service de nos concitoyens. Je sais que l'intensité de nos travaux a exigé une mobilisation de tous les instants. Soyez-en remerciés. Vous me permettrez d'avoir une pensée particulière pour les vice-présidents du Sénat qui ont passé ici de nombreuses heures, de jour comme de nuit, ici au plateau. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, merci pour votre vigilance constante, pour votre patience et pour votre sens de l'écoute, qualité grâce auxquelles nos travaux se sont déroulés cette année encore dans la sérénité et dans le respect mutuel. Je tiens également à adresser des remerciements particuliers aux acteurs institutionnels de notre Assemblée qui ont la lourde tâche de faire vivre le pluralisme sénatorial au quotidien et de garantir la libre expression de chacun, les présidents des groupes politiques, les présidents des commissions, les membres du bureau et de la conférence des présidents. Je souhaite enfin remercier ceux qui ont travaillé auprès de nous toute l'année et dont la contribution, invisible pour le public, est pourtant indispensable au bon déroulement de nos travaux. Merci aux fonctionnaires du Sénat qui nous apportent chaque jour leur appui et mettent leurs grandes compétences au service de cette institution. Et merci aux collaborateurs des groupes politiques et aux collaborateurs parlementaires pour leur dévouement et leur responsabilité, pour le rôle essentiel qu'ils jouent auprès de chaque sénatrice et de chaque sénateur. En votre nom à tous, je leur exprime notre sincère gratitude pour le travail qu'ils effectuent à nos côtés dans des conditions parfois difficiles. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite très chaleureusement à chacun d'entre vous une excellente session extraordinaire et un été réparateur. Je vous remercie. Je vais suspendre la séance pour quelques minutes. La parole est à Monsieur François Zocchetto pour un rappel au règlement. Monsieur Mézard, également pour. Eh bien. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Mon rappel au règlement est fondé sur les articles 36 et 29 de notre règlement. Monsieur le Président du Sénat a tiré un bilan positif du travail du Sénat. C'est exact, le Sénat travaille beaucoup. Et il le fait dans un esprit d'ouverture que nous saluons tous. La question est de savoir s'il travaille dans de bonnes conditions. L'article 29 de la Constitution dispose que le Parlement est réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé. En réalité, mes chers collègues, ce ne sont plus des sessions extraordinaires, mais des sessions où une accumulation de textes de tous ordres pour examen en toute hâte, avec un ordre du jour à géométrie variable, des lettres modificatives qui partent dès que la session extraordinaire est annoncée, dans des conditions qui nous paraissent peu acceptables. Ordre du jour où l'on retrouve trop de textes à examiner en procédure accélérée. L'accumulation de textes importants, en particulier au niveau de la commission des lois, à un rythme déraisonnable, ne permet plus, en tout cas c'est ce que nous pensons nous, un travail de qualité. Ce rythme devenant peu soutenable, je l'ai dit, en particulier pour les groupes dits minoritaires. S'il s'agit de montrer à l'opinion publique que le gouvernement et sa majorité travaillent, cela, de cette manière-là, ne me paraît pas concourir à la réalisation d'un bon travail législatif, de qualité en tout cas. Ce que nous dénoncions ici, nombreux sous la précédente majorité,
Nous le dénonçons de la même manière aujourd'hui. Le Sénat est souvent et justement décrit comme une chambre de réflexion permettant, par son travail, d'améliorer la qualité des textes législatifs. À continuer ainsi, si le gouvernement continue ainsi, c'est la justification même du bicamérisme qui sera touchée. Rappel au règlement. La parole est à Monsieur François Zocchetto. J'invoquerai également l'article 36 et l'article 29 du règlement pour faire ce rappel. Monsieur le Président du Sénat a en effet salué le travail du Sénat durant la session écoulée. Il est bien légitime que les efforts des uns et des autres soient salués. Mais je ne suis pas convaincu que cette ardeur qui a été la nôtre soit compatible avec notre souhait réaffirmé de lutter contre la production excessive de normes. S'agissant de la session qui s'ouvre et dont le qualificatif d'extraordinaire est en effet de moins en moins mérité, tant ce type de session devient récurrente, je voudrais souligner les 4 points suivants qui reflètent les difficultés rencontrées par les parlementaires et par les collaborateurs du Sénat pour travailler dans les conditions qui nous sont imposées. Premièrement, nous allons étudier trop de textes. 42 textes, d'après mes calculs, devront être évoqués entre le 2 juillet et le 26 juillet. Ce n'est pas sérieux. Il faudrait mieux dire que nous devrons évacuer 42 textes. Deuxièmement, chacun constatera un mauvais équilibre de la charge de travail entre les semaines. Il y a des semaines avec des séances de nuit. Et puis, il y a des semaines pendant lesquelles nous travaillons en pointillé, ce qu'on reproche au travail en temps partiel dans certains métiers. Troisième remarque, ce sont les déséquilibres à l'intérieur même des semaines de travail. De nombreux textes importants commençant à être étudiés le mercredi soir, voire le jeudi, pour se poursuivre jusqu'au samedi parfois. Et enfin, quatrième et dernière remarque, j'évoquerai les modifications incessantes, moi aussi, dans l'ordre du jour, venant remettre en cause le calendrier retenu par la conférence des présidents. Ainsi, ces derniers jours, nous avons reçu 2 lettres rectificatives sans qu'il y ait de réunion de la conférence des présidents. Vous avez compris, Monsieur le Président, qu'il n'est pas possible de continuer à travailler ainsi. Merci, Monsieur le Président. Acte est donné de ce rappel au règlement. L'ordre du jour appelle le débat sur la réforme de la politique agricole commune. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, donc je vais vous faire une présentation de l'accord qui a été passé la semaine dernière entre le Parlement, le Conseil des ministres de l'Agriculture et aussi la Commission sur la réforme de la politique agricole commune. Je suis très satisfait que le Sénat ait organisé ce débat, car j'ai pu constater, au retour de Luxembourg, après quelques jours et quelques nuits de négociations, que sur une question pourtant essentielle qui touche à l'agriculture, à 500 000 exploitants, à près d'1 million d'hommes et de femmes qui travaillent dans le domaine de l'agriculture et autour de l'agriculture, les enjeux de cette réforme ne soient pas aussi intéressés ou intéressants pour nombre de nos médias. Et donc, il revient au Sénat d'ouvrir un débat sur cette réforme. Moi, je voudrais dire d'abord les choses suivantes. La première chose, c'est que cette réforme était le fruit d'une réflexion qui avait été engagée en 2003 à Luxembourg. Réflexion qui consistait à mettre en place une réforme de la politique agricole commune avec ce qu'on appelle des aides à l'hectare découplées. C'était ça l'objectif. Dès 2003, le choix a été fait de considérer que l'aide qu'on devait apporter aux agriculteurs devait être directement liée aux surfaces et indépendante des productions qu'ils pouvaient choisir. Le choix a été fait avec une ligne, une stratégie qui consistait à dire ce n'est pas
à l'action publique et au budget européen d'orienter les choix des productions des exploitants agricoles. D'où le découplage. Avec un risque, et on l'a constaté dans les mois qui viennent de se passer, les années qui viennent de se passer, c'est que lorsque le prix, en particulier des céréales, est assez élevé, le choix des agriculteurs, lorsque c'est possible, c'est d'arrêter l'exploitation et l'élevage pour faire des céréales. On était dans cette logique-là. Et c'est face à cette logique-là, qui consistait au fond derrière à faire le choix d'une spécialisation des terres agricoles à l'échelle européenne, qu'il a fallu engager une négociation pour modifier le cours de la construction de la politique agricole commune au profit d'un équilibre nouveau à trouver entre l'élevage et l'ensemble des productions à l'échelle européenne, sachant que la France, je le dis, c'est un concentré de l'agriculture européenne. Elle est agriculture méditerranéenne, elle est agriculture de moyenne montagne, elle est agriculture de montagne, elle est intensive, elle est production de céréales, elle est production laitière, elle est polyculture élevage. C'est une photo concentrée de ce qui existe à l'ensemble de l'Europe, à l'échelle de l'Europe. La France concentre l'ensemble des agricultures européennes dans leur diversité. Donc c'était ça le débat, l'objet du débat. Comment, à partir de là, travailler? La proposition qui était sur la table de la part de la Commission, et quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de débat sur la question de la réforme de la politique agricole commune. J'ai eu cette expression, j'ai trouvé le débat en jachère, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'engagé véritablement, si ce n'est une proposition de la Commission qui partait de deux principes fondamentaux. La convergence des aides, c'est-à-dire le fait qu'on allait aller vers une aide à l'hectare de base, la même, normalement à l'échelle européenne, et quelles que soient les exploitations. C'était ça la logique de la convergence. Ce qui faisait que pour des pays comme la France, nous allions sortir de ce qu'on appelle, pour les spécialistes, les DPU, c'est-à-dire des aides différenciées à l'hectare selon les régions, selon les orientations techniques des exploitations. Et avec comme principe, pour cette convergence, de faire qu'une partie des aides, en particulier la polyculture et l'élevage, au lait, qui connaissent aujourd'hui les DPU les plus élevés, servent à rééquilibrer les aides en destination des éleveurs du Grand Massif central et des zones méditerranéennes. Convergence, c'est l'objectif de ramener l'ensemble des aides qui sont différentes aujourd'hui au même niveau, quels que soient les hectares et quelles que soient les exploitations. Premier élément. Donc le débat sur la convergence est extrêmement important. Deuxième débat, il portait sur le verdissement de la politique agricole commune. C'est-à-dire l'idée que dans le premier pilier, et pas seulement dans le deuxième pilier, on ait des choix stratégiques qui fassent que l'agriculture européenne s'engage sur la voie de la durabilité. 3 critères avaient été fixés, le critère des prairies permanentes, le critère de la rotation ou de la diversification des cultures et le critère des surfaces d'intérêt écologique. Sur ces 3 critères, la position de la France a été claire, c'était de soutenir l'objectif de verdissement de la politique agricole commune. Et si la France n'avait pas pesé pour maintenir les propositions de la Commission, il n'y aurait pas aujourd'hui de verdissement de cette politique à l'échelle où il est aujourd'hui. Et je le dis d'autant plus que ce choix, c'est aussi le choix qui consiste à dire que la question de l'environnement ne peut pas être laissée au simple arbitre des différents États, sauf à conduire à des divergences en termes de concurrence entre les États. Ceux qui en font plus peuvent être plus pénalisés que ceux qui en font moins. Et que c'était, si nous n'avions pas trouvé un accord sur la question du verdissement, le risque d'avoir en Europe le choix favorisé pour les États qui feraient le moins en termes d'environnement. Donc l'objectif était clair. Convergence, verdissement et régulation. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ces sujets. Au cours de cette négociation, nous avons fait bouger les choses de manière significative. Nous sommes revenus, par exemple, sur ce qui avait été décidé sur la fin des fameux droits de plantation en viticulture. Ça s'est fait dans le cadre de cette négociation. Et l'accord est définitivement intégré
à l'accord qui a été signé la semaine dernière. Nous sommes aussi revenus sur le choix qui avait été fait de la fin des quotas sucriers dès 2015. Nous avons aussi plaidé pour la reconnaissance, ce qui avait été le cas dès le départ, des interprofessions, c'est-à-dire la capacité qu'on a à organiser les filières. Et ça, c'est dans la réforme de la politique agricole commune. Autant de choix qui, sur la question de la convergence, sur la question du verdissement, sur la question de la régulation, reviennent sur des positions qui avaient pu être prises dans les années précédentes et réorientent cette construction de la politique agricole commune. J'y ajoute un point majeur par rapport à la convergence. C'est le choix qu'a défendu et que j'ai défendu du fameux couplage des aides. Je le disais tout à l'heure, en 2003, le choix avait été celui du découplage des aides, c'est-à-dire le fait qu'on donne des aides à l'hectare sans tenir compte de ce que produisaient les agriculteurs. C'était un risque majeur pour l'élevage, car l'élevage a cette particularité d'avoir une rentabilité du capital investi et une productivité du travail plus faible que dans les autres exploitations, et en particulier dans les céréales. Et si vous ne compensez pas de manière spécifique cette faiblesse de la rentabilité du capital et de la productivité du travail, eh bien, vous avez ce qui s'est passé, des exploitants, des agriculteurs qui arrêtent l'élevage pour faire des céréales. D'où la nécessité du couplage des aides et de le maintenir et d'essayer d'augmenter la proposition qui avait été faite par la Commission à 10%. Nous sommes passés à 12% au mois de mars et nous avons terminé à 13%, plus 2% pour les protéines végétales, choix que nous avions fait pour pouvoir assurer aussi une autonomie fourragère à l'Europe et en particulier aussi à la France. Donc dans ce débat majeur sur cette réforme de la politique agricole commune, l'objectif que j'ai poursuivi dans la négociation, c'est d'assurer la diversité des agricultures à l'échelle française et à l'échelle européenne. C'est de revenir sur les choix du découplage total pour favoriser le couplage des aides avec comme objectif l'élevage. C'est aussi d'assurer le verdissement de cette politique agricole commune, parce que je veux qu'à l'échelle de l'Europe, tout le monde soit sur un pied d'égalité sur cet engagement majeur de la durabilité de l'agriculture européenne. Et puis, sur la régulation, nous avons veillé à avoir et à maintenir des outils de régulation, parce que nous avons besoin de cette régulation pour gérer les marchés agricoles. Je pense en particulier à l'engagement qui a été pris sous la pression de la France d'avoir une réunion à haut niveau sur la question des quotas laitiers, c'est-à-dire l'après-quota laitier, qui, sans ce débat sur la réforme, n'aurait pas été obtenu. J'ajouterai quelques points précis. Pour la première fois, les GAEC seront reconnus à l'échelle européenne. Jusqu'ici, ils étaient reconnus de manière dérogatoire. Et pour moi, c'est un enjeu majeur qui allie à la fois la dimension économique nécessaire pour assurer la compétitivité de notre agriculture et en même temps la nécessité de garder des chefs d'exploitation, c'est-à-dire des agriculteurs et des paysans pour notre agriculture dans l'avenir. C'est la première fois. Et je l'avais dit en plaisantant, même Jacques Chirac n'avait pas obtenu la reconnaissance de la transparence des GAEC. C'est fait. Et ça, c'est très important. C'est aussi ce que nous avons obtenu sur l'ensemble des MAE, c'est-à-dire des possibilités que nous avons de mener des politiques sur le deuxième pilier, avec un élément, là encore, à destination de l'élevage, qui a consisté à déplafonner les aides compensatrices d'handicap, de passer d'un plafond de 300 € l'hectare à un plafond à 450 € l'hectare, ce qui est un signe aussi d'envoyer à l'élevage, et en particulier l'élevage dans les zones à handicap naturel. Voilà l'axe stratégique. Il a été d'équilibrer ou de rééquilibrer ce qu'était la politique agricole commune aujourd'hui, dans le sens de trouver à l'élevage et de donner surtout à l'élevage les moyens de pérenniser cette activité essentielle pour l'aménagement et l'occupation du territoire, à un moment où, vous le savez, ici au Sénat, l'élevage connaît des difficultés. C'est la capacité que nous avons eue à fixer un objectif en termes environnementaux à l'ensemble de l'Europe pour intégrer cette dimension et faire de l'agriculture européenne une agriculture durable. C'est aussi
d'être revenu sur ce que je disais tout à l'heure sur le couplage des aides, là encore, pour changer la logique de la PAC. C'est enfin la question de la régulation des marchés, très important pour permettre à l'Europe de mieux lutter contre la volatilité extrêmement importante des prix. Enfin, et je terminerai par ce point, c'est dans le cadre de cette réforme de la politique agricole que, pour la première fois, on a instauré aussi une politique européenne obligatoire pour l'installation des jeunes, qui fait d'ailleurs écho aux choix qui ont été faits par le président de la République, partagés maintenant à l'échelle européenne sur la politique à destination de la jeunesse. Eh bien, dans cette réforme de la politique agricole commune, là aussi, il y a eu un geste significatif qui a été fait, puisque nous pourrons, à la fois sur le premier pilier de la PAC et sur le deuxième pilier, avoir des fonds destinés à l'installation des jeunes. Installer des jeunes aujourd'hui, c'est avoir confiance dans l'avenir de l'agriculture. Je crois qu'ici, au Sénat, sur tous les bancs, nous partageons cette belle ambition. La France est un grand pays agricole, la France reste un grand pays agricole, la France sera demain un grand pays agricole. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Joël Labbé pour le groupe Écologie. Monsieur le Président Raoul, qui avait souhaité ce débat, Monsieur le Ministre, on a compris, Monsieur le Ministre, que les négociations ont été longues et rudes et que vous êtes arrivé à une certaine forme de compromis qui, pour nous, ne nous satisfait qu'à moitié, étant donné nos attentes. Nous partons de loin, évidemment. Quelques chiffres méritent d'être rappelés. 20% des exploitations actuellement s'accaparent 80% des aides directes. Et en France, les 160 plus grandes exploitations touchent 123 millions d'euros annuels, soit autant que les 100 000 plus petites. Monsieur le ministre, nous tenons d'abord à saluer le rôle que vous avez pu jouer en plaçant la France à la tête des pays souhaitant régulation. En cette période où la logique libérale rejoint la logique de repli national dans le domaine agricole comme dans trop de domaines, au moment où il est temps de véritablement faire l'Europe. Votre ténacité à défendre le principe d'une PAC un tant soit peu régulatrice, il faut avoir à l'esprit que nombre d'États ne sont pas sur ces positions. La possibilité d'un couplage des aides jusqu'à 15%, le taux porté à 13%, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure par rapport à la proposition initiale de 10%, et par ailleurs les 2% supplémentaires obtenus pour la production de protéines végétales, ce sont des avancées. Mais également la majoration des aides directes sur les premiers hectares de toutes les exploitations. Cette mesure est de nature à favoriser les exploitations qui emploient. Le volet emploi étant pour nous essentiel, il a été et continue d'ailleurs d'être bien mis à mal par le modèle productiviste. Et enfin, une majoration obligatoire des aides pour les jeunes agriculteurs au sein du premier pilier. Ce soutien nouveau complétera les soutiens existants. C'est une avancée aussi intéressante. Il est cependant dommage que ces aides ne soient pas conditionnées à des projets d'installation répondant à des objectifs de création d'emplois en même temps que de protection de l'environnement et de bonne gestion de ressources naturelles. Les jeunes qui s'installent ont cette occasion de ne pas s'enferrer dans ce système qui a broyé une partie de la génération qui les a précédés. Et nombre d'entre eux souhaitent entrer dans une autre forme d'agriculture. S'il y a un certain nombre de sujets de satisfaction, on reste bien loin des propositions initiales qui voulaient une PAC plus verte, une PAC plus juste, une PAC plus jeune. Tout d'abord, le tournant vers une PAC plus verte n'est pas véritablement abouti. Les quelques mesures de verdissement qui ont pu subsister par rapport à l'initiale sont laissées à l'appréciation des États membres qui, pour la plupart,
les rendront le moins contraignantes possible. Quant à la rotation obligatoire des cultures que proposait le groupe des Verts au Parlement européen, cette mesure a été écartée d'emblée, elle n'a pas été étudiée. Pourtant, tout en favorisant le rétablissement de notre balance commerciale, elle allait dans le sens d'une réduction de notre dépendance vis-à-vis des importations de soja en provenance d'Amérique du Sud, d'une amélioration de la qualité des sols et d'une réduction de l'utilisation des intrants. Cela aurait été une belle victoire, un signe fort pour le développement d'un modèle agricole plus durable. À l'heure où l'agroécologie fait beaucoup parler d'elle, et on en est heureux, cette seule mesure concrète aurait permis d'en favoriser l'essor. Au contraire, on se rend compte que c'est encore le lobby de l'agro-industrie qui a pesé. La monoculture va pouvoir continuer à se développer sur 75% de la surface des exploitations qui le souhaitent. Enfin, cette nouvelle PAC n'est pas aussi juste qu'on aurait pu l'espérer. La convergence des aides ne permettra pas un réel transfert au pays au profit de l'élevage notamment. Les gros céréaliers restent toujours les grands gagnants. Même les sommes qu'ils touchent sont d'ailleurs préservées, même si elles pourront être réduites, mais pas au-delà de 30% d'ici à 2020. Si c'est une avancée, on ne peut s'en satisfaire. Quant au plafonnement des aides, le Parlement européen l'avait fixé à un niveau déjà bien élevé de 300 000 € et aujourd'hui, plus rien ne subsiste dans l'accord. Cette mesure a simplement disparu. Pourtant, elle ne fissurait que très à la marge le modèle agro-industriel intensif, puisqu'elle ne concernait que 35 000 exploitations agricoles sur les 13 millions de fermes européennes. Les États membres ne sont tout simplement plus tenus de l'appliquer. Cette nouvelle n'est pas vraiment rassurante. Sans plafonnement des aides, c'est le règne de la concurrence interne qui reste favorisé, et les plus gros pourront racheter leurs voisins en faillite, et cela avec le soutien de l'argent des contribuables. Cet accord montre surtout que nous nous éloignons de plus en plus de l'idéal communautaire de solidarité et entre paysans européens, cet idéal qui était le fondement même de la politique agricole communautaire. Cependant, la partie n'est pas totalement jouée, puisque des marges de manœuvre restent maintenant plus importantes au niveau des États. Donc, Monsieur le Ministre, la future loi d'avenir agricole sera pour nous une étape cruciale. Devant nous s'ouvre une période intéressante. Il faut qu'ici nous montrions l'exemple en favorisant la recherche et son application par des modes de production plus respectueux de l'environnement, créateurs d'emplois durables, de développement des zones rurales. Va-t-on permettre que la majorité des paysans deviennent de simples sous-traitants sans droit de l'industrie agroalimentaire et de l'agrochimie, ou bien va-t-on enfin créer les conditions pour que les agriculteurs soient les moteurs d'une économie relocalisée? L'enjeu est là. Monsieur le ministre, nous comptons sur vous. Et monsieur le ministre, dans la mesure où vous nous engagez vers ces orientations, nous serons avec vous. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Paul Émourine pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'organisation de ce débat sur la politique agricole commune présente beaucoup d'intérêt, même si le délai est très court après l'aboutissement des négociations européennes la semaine dernière et qu'il reste quelques étapes institutionnelles, tant sur le cadre financier pluriannuel européen 2014-2020 que sur la PAC. Mon collègue Gérard César rappellera dans quelques instants les orientations du groupe de travail sur la PAC auquel j'appartenais et qui a récemment adopté à l'unanimité une proposition de résolution sur la politique agricole commune. Pour ma part, j'interviens au nom du groupe UMP et vous prie de bien vouloir excuser l'absence de notre collègue Jean Bizet, très impliqué également sur ce sujet, mais qui participe à la session annuelle de l'OSCE et qui n'a pu rejoindre notre hémicycle dans les temps. Je souhaite d'abord rappeler combien la PAC représente un succès des politiques européennes et qu'il convient de la préserver. C'est un succès non tant pas parce qu'elle est d'un des principaux postes de dépenses du budget européen, mais parce que c'est une politique commune en place depuis 1962 et qui, depuis lors, a connu plusieurs réformes et a toujours su s'adapter aux nécessités économiques. À l'heure où souffle parfois un vent de scepticisme sur l'avenir de l'Union européenne,
il me semble indispensable de mettre en valeur ce qui répond aux attentes de nos concitoyens. Cette PAC, en constante adaptation, nous en avons encore la preuve avec la présente réforme qui, en outre, s'inscrit dans un cadre budgétaire contraint que je regrette personnellement. C'est pourquoi nous comprenons parfaitement l'attitude de nos collègues eurodéputés du PPE qui se sont appropriés les prérogatives que leur donne le traité de Lisbonne en matière de codécision et qui ont souhaité un budget européen plus autonome, plus flexible et révisable en cours de période. Les négociations sur la réforme de la politique agricole commune ont donc cheminé en parallèle de celles sur le cadre financier pluriannuel. Il n'en demeure pas moins qu'il est fort peu probable que la nouvelle PAC entre en vigueur au 1er janvier 2014, ce sera plutôt vers le 1er janvier 2015. Il est dès lors très important que nos agriculteurs puissent anticiper les montants en jeu et leurs modalités d'affectation de façon à pouvoir programmer leurs investissements et la gestion de leurs exploitations. Ainsi, si nous pouvons comprendre qu'en période de crise, chacun doit faire un effort, on n'en constate pas moins que, contrairement à ce que dit le gouvernement, l'agriculture sera fortement mise à contribution dans le nouveau cadre financier pluriannuel. Moins de 50 milliards globalement, soit moins d'1 milliard par an pour la France. À ce titre, Monsieur le ministre a très habilement présenté le résultat des négociations en annonçant 1 milliard de plus sur le deuxième pilier, mais en se gardant de préciser que c'était pour 7 ans et non annuellement. En outre, ces crédits seront affectés par la Comagri lors d'un vote en juillet ou en septembre, puis en séance plénière. Nous pouvons dire que cette nouvelle PAC est, dans ses principes, plus respectueuse de l'environnement grâce à la convergence des aides et au verdissement. Il n'en reste pas moins des interrogations sur la mise en œuvre nationale de ces dispositifs qui, dans cette PAC renouvelée, sera importante. Par exemple, en France, les références historiques vont disparaître. Nous aimerions savoir, Monsieur le ministre, comment va fonctionner le nouveau système d'attribution des droits à paiement de base et comment vous allez garantir qu'il n'y ait pas un effort trop brutal la première année. Il est nécessaire d'encadrer la convergence interne pour éviter les trop grandes disparités, tout en ayant pour objectif la convergence définitive peut-être à l'horizon 2020. Toujours au niveau de la convergence, les États auront la possibilité d'affecter une part de leur enveloppe nationale afin d'accorder un paiement supplémentaire aux 50 premiers hectares, mais il faut qu'elle remplisse son objectif de compenser la diversité des exploitations. C'est pourquoi, mais vous l'avez confirmé, Monsieur le ministre, il est obligatoire que les GAEC soient prises en considération. La PAC doit en effet être à même de prendre en compte les difficultés des zones de montagne et des zones défavorisées qui préservent notre élevage et sont en voie de désertification. Et à ce titre, ce sont bien les États membres qui peuvent octroyer un paiement supplémentaire pour les zones soumises à contraintes naturelles. En matière de verdissement, nous devons aussi tenir compte de la réalité des situations locales en termes de délimitation des surfaces d'intérêt biologique, notamment dans les mesures où les États pourront adopter un système de pondération en fonction de l'intérêt écologique. Pour les prairies, pour des raisons agronomiques, certains espaces ou plaines sont retournés afin de garantir une meilleure flore. Ce qui doit être respecté, Monsieur le ministre, c'est la superficie toujours en herbe de l'exploitation. En outre, j'appelle le gouvernement à exercer toute sa vigilance lors de l'élaboration, par la Commission, de la matrice d'équivalence des surfaces d'intérêt écologique. De façon générale, il faut être prudent sur le niveau de jachères qui doivent prendre en compte à l'avenir la nécessité de nourrir 9 milliards d'êtres humains à l'horizon 2050. Par ailleurs, au regard de la situation plus particulière des biocarburants et de la révision des normes communautaires qui leur sont applicables, il me semble que nous devons être aussi vigilants car le principe de la recherche en la matière est la progressive montée en puissance sans rupture claire entre une première et deuxième génération. Il faudrait donc veiller à préserver la filière existante. Enfin, tant sur le premier pilier, lorsque cela est autorisé, que sur le deuxième pilier,
Nous attendons que les cofinancements nationaux soient à la hauteur, dans un contexte difficile pour nos finances publiques, en particulier pour les assurances aléas climatiques. Le gouvernement doit s'engager à avoir un cofinancement qui permette de prendre en charge 65% du montant des primes d'assurance et non, peut-être à peine, comme vous l'avez signalé, Monsieur le ministre, 50%. Ces assurances deviennent en effet incontournables pour garantir la pérennité de nos exploitations. Toujours dans cette même perspective, j'aimerais savoir, Monsieur le ministre, si vos services et ceux de Bercy, mais c'est valable pour tous les gouvernements, Monsieur le ministre, mènent une réflexion sur la possibilité d'une garantie de réassurance au lieu de continuer d'intervenir sur le fonds des calamités agricoles. Enfin, Monsieur le ministre, j'aimerais insister sur 2 points clés pour l'avenir de notre agriculture et qui sont entièrement du ressort national. D'abord, nous devons continuer de soutenir ce qui marche, en particulier la politique d'installation des jeunes. Permettez-moi de le rappeler, 20% des chefs d'exploitation ont moins de 40 ans dans notre pays, alors que la moyenne européenne se situe à 6%. C'est un début de garantie pour l'avenir de notre agriculture. Préservons-le. À ce titre, nous sommes très sensibles à ce que l'accord sur la PAC rende obligatoire l'aide directe majorée aux jeunes agriculteurs, et ce jusqu'à 2% de l'enveloppe nationale des paiements directs. D'autre part, nous devons veiller à ne pas alourdir la gestion des exploitations agricoles par des décisions administratives qui iraient au-delà de celles exigées par la réglementation européenne. Cela retarde le démarrage des exploitations, augmente les coûts de production et pèse sur leur compétitivité. J'en veux pour preuve la lourdeur des autorisations pour construire des bâtiments d'élevage ou des dispositions en préparation de l'épandage. Quand le commissaire Cioloş se félicite d'une PAC qui réduit le rôle des autorités publiques et de l'intervention bureaucratique, il n'est pas opportun que nous faisions l'inverse au niveau national. Monsieur le ministre, pour conclure, nous avons toujours défendu une agriculture, des exploitations et une filière agroalimentaire compétitive et nous continuerons de les défendre. C'est d'autant plus vrai en période de crise économique et de chômage. C'est d'autant plus vrai que l'agriculture couvre 60% de notre territoire et elle permet d'occuper notre espace que s'il y a une activité de production et de nourriture de qualité pour nos concitoyens. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Bernadette Bourzet pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je me réjouis que nous ayons ce débat aujourd'hui dans cet hémicycle, quelques jours seulement après le dernier trilogue qui s'est conclu par un accord pour une nouvelle politique agricole commune à partir de 2014. Je m'en réjouis d'autant plus qu'au lendemain de cet accord, l'accord sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a lui aussi été trouvé, ce qui permet de penser que les éléments qui restaient en suspens dans les négociations de la PAC et qui ont été évoqués par notre collègue Émorine vont pouvoir maintenant être clarifiés. En effet, la PAC façonne notre agriculture depuis 50 ans. Cette politique européenne, la plus visible de l'Union, est naturellement au cœur de nos préoccupations pour nos territoires ruraux et notre Assemblée y a consacré un travail important et dense pour accompagner et nourrir la réflexion sur cette réforme qui va organiser la PAC pour les 7 prochaines années. Quelques remarques liminaires, car cette réforme, qui pour la première fois se faisait en codécision avec le Parlement européen, démarrait sous des auspices plutôt pessimistes. La tendance du gouvernement précédent était plutôt à la baisse, d'abord sur le budget. Ensuite, baisse des possibilités d'aide couplée, abandon programmé des outils de régulation, et alors que dire de la redistribution et de la dégressivité des aides qui étaient des sujets tabous. Vous avez, Monsieur le Ministre, depuis votre arrivée au ministère de l'Agriculture, mis tout en œuvre pour inverser cette tendance et pour aboutir dans des délais très courts, mais cela a été nécessaire, à une réforme pour une PAC plus équitable, plus verte et plus régulatrice. Autant le dire, cette réforme n'était pas acquise d'avance et s'engageait mal, et vous avez réussi à aboutir, et cela grâce à votre excellente connaissance des dossiers de la PAC, des institutions européennes et de leur fonctionnement,
et aussi grâce à la ténacité du président de la République François Hollande pour sauvegarder une dotation conséquente dans le cadre budgétaire 2014-2020, puisque la France bénéficiera de 56 milliards d'euros constants sur la période de 7 ans, soit 63,7 milliards d'euros courants. Si cette réforme de la PAC n'avait pas vocation à révolutionner le système agricole européen, et j'ai bien entendu Joël Labbé qui, d'une certaine façon, le regrette, mais plutôt à organiser une transition vers l'agriculture de demain, elle apporte néanmoins des évolutions majeures qui vont avoir une incidence significative et durable sur l'agriculture européenne. J'ai déjà évoqué les moyens pour l'agriculture française. Ils restent conséquents, malgré la baisse globale du budget agricole de 12%, qui pour la France sera limitée à 2% seulement. J'en viens maintenant au contenu de cet accord. Vous avez, Monsieur le Ministre, choisi d'œuvrer pour une PAC plus juste, dont la priorité est une redistribution en faveur de l'élevage et de l'emploi, ce dont je ne peux que vous féliciter. La priorité donnée à l'élevage en premier lieu est impérative, car nos éleveurs souffrent, vous le savez, et j'ouvre là une parenthèse, les travaux de la mission d'information commune sur la filière viande du Sénat, que j'ai l'honneur de présider, et qui va bientôt rendre ses conclusions, m'ont encore plus convaincu de l'absolue nécessité de donner la priorité à l'élevage, toutes filières confondues. Ces 10 dernières années de dérégulation, de volatilité des prix et de perte de compétitivité ont mis à mal tout notre appareil productif, avec des conséquences désastreuses sur la filière des industries agroalimentaires et sur l'emploi, dont nous avons pu mesurer les conséquences tout au long de nos auditions et de nos déplacements. Je ne peux donc qu'appuyer avec force votre détermination pour défendre et soutenir l'élevage. Et en cela, les mesures qui ont été introduites sous votre impulsion dans la réforme de la PAC vont dans le bon sens et vont nous donner les outils nécessaires. C'est d'abord le maintien d'un taux de couplage élevé. Le taux renforcé des aides couplées est à saluer puisqu'il a été porté à 13%, avec la possibilité de 2% supplémentaires dédiés à la production des protéagineux, qui permettra de soutenir le développement de l'autonomie fourragère protéique des exploitations d'élevage. La convergence des aides, deuxièmement, avec la surprime des premiers hectares introduite à votre initiative et acceptée par les pays qui le souhaiteront. Cette mesure sera favorable à l'élevage et aux exploitations intensives en main-d'œuvre et reconnaîtra également les actifs chefs d'exploitation, puisqu'elle sera appliquée, comme vous l'avez réaffirmé, avec le principe de transparence pour les GAEC. Et je peux vous dire, et Madame Gouache-Avant le confirmera, que nous avons été interrogés dans la Saône-et-Loire et dans l'Ain sur cette question avec beaucoup d'attention. Dans le second pilier, la possibilité de poursuivre le plan bâtiment d'élevage, qui est absolument nécessaire. Toujours dans le second pilier, le maintien de la prime à l'herbe et les mesures agro-environnementales, dont les modalités sont à préciser, notamment sur le maintien des prairies permanentes, mais René Nicou en parlera tout à l'heure. Le renforcement de l'indemnité compensatoire du handicap naturel, et tout particulièrement dans les zones de montagne, avec un relèvement du plafond des aides en zone de montagne que vous avez obtenu, tout en restant vigilant sur le zonage des piémonts et les zones défavorisées intermédiaires. Je suis très sensible à cette réorientation et à ce rééquilibrage qui doit permettre de relancer les productions et les industries agroalimentaires qui sont la première industrie en France. Nous défendons une application progressive de la convergence. Nous l'avons dit dans la proposition de résolution européenne qui vous a été adressée, mais nous sommes convaincus que l'échéance doit être précisément programmée. En cela, le maintien d'une échéance à 2020 est satisfaisant. Pour finir sur les aides directes, un mot de satisfaction sur l'appui aux jeunes agriculteurs, qui sera aussi augmenté avec une aide directe majorée à hauteur de 25% pour 2% de l'enveloppe financière. Là aussi, la question a été largement évoquée vendredi après-midi dans un élevage ovin. Autre nouveauté, le verdissement pour une PAC plus verte.
Malgré toutes les tentatives pour la vider de son sens et de toute ambition, cette réforme réorientera bien le développement agricole vers plus de durabilité. 30% des aides du premier pilier via un paiement vert seront destinées à soutenir des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement et de même, 30% des soutiens au développement rural devront être dirigés vers des mesures de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique, sans double paiement, comme certains l'espéraient. Enfin, certaines avancées vers plus de régulation peuvent être soulignées, telles que l'encadrement des droits de plantation, des quotas de sucre, le renforcement des organisations de producteurs. Mais je dois vous faire part, Monsieur le Ministre, de l'inquiétude des producteurs laitiers, vous le savez, et je voudrais citer ici le rapport qui a été présenté par René Souchon au Comité des régions très récemment sur cette question des quotas laitiers et qui donne en particulier des informations précises sur le contenu du Farm Bill américain qui permet de rétablir une certaine régulation. Alors si les États-Unis le font, je crois que l'Union européenne serait bien inspirée de revenir à un peu de régulation. Je conclurai, Monsieur le Ministre, en disant que certes, la réforme de la PAC pour la période 2014-2020 n'est qu'une étape dans la longue histoire de cette politique communautaire majeure qui doit le rester, mais les enjeux d'une agriculture à la fois productive et durable, plus respectueuse des territoires et de l'environnement, assurant une rémunération correcte à tous les agriculteurs et relégitimée aux yeux des consommateurs, y sont bien présents. Nous aurons, Monsieur le Ministre, l'occasion d'en reparler à propos de la loi d'avenir que nous soutiendrons avec enthousiasme et conviction. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gérard Lecamp pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le débat intervient dans le cadre des négociations de la PAC avant la fin de la présidence irlandaise. L'objectif, débouché sur un consensus avant cette échéance, a été atteint la semaine dernière, même s'il s'agit d'un consensus mou et même si en réalité les États et les institutions européennes achoppent toujours sur un certain nombre de sujets. À cela s'ajoutent les incertitudes pesant sur le budget qui ne sera définitivement acté qu'à la rentrée. Il ressort des informations assez vagues que nous avons eues sur le contenu de cette entente, une profonde déception et une inquiétude certaine quant au devenir de l'agriculture française et européenne. En effet, le résultat des négociations montre à quel point la volonté politique de construire une politique agricole européenne fondée sur des exigences sociales, environnementales et de solidarité est inexistante. L'austérité, l'ultralibéralisme, la dérégulation ont pris le pas, ignorant l'importance stratégique tant alimentaire qu'économique et sociale des activités agricoles. Les négociations en cours le montrent, tant dans le cadre européen qu'international, avec le mandat donné à l'Union européenne pour négocier l'accord de libre-échange Europe-États-Unis. Monsieur le Ministre, nous sommes convaincus qu'un débat sur la PAC ne peut faire l'économie de cette question. Le groupe CRC avait déposé un amendement en commission des affaires économiques lors de l'examen de la proposition de résolution européenne relative au mandat de négociation. Nous avions demandé que les activités agricoles soient soustraites du mandat de négociation afin de préserver notre modèle agricole européen. La commission des affaires économiques a considéré que nos craintes n'étaient pas justifiées et qu'un tel accord devait absolument inclure l'agriculture. Nous persistons à dire que la fin des barrières tarifaires et non tarifaires entre l'Union européenne et les États-Unis représente un danger pour les activités agricoles et notamment pour l'élevage. Aujourd'hui, les syndicats agricoles dénoncent unanimement un tel accord. Ils s'inquiètent notamment des exportations de viande américaine. Même la FNSEA y voit un accord contraire à l'agroécologie. Je les cite. Quant au président de la FNB, il dénonce le risque pour les éleveurs français de déstabilisation d'exploitation déjà extrêmement fragile, pour la filière, une baisse accrue d'activité et enfin pour les consommateurs, la perte des garanties sur la qualité et sanitaire et la traçabilité. C'est dans ce contexte, sous les pressions libérales des pays du Nord, que l'Union européenne traite les productions agricoles comme de simples marchandises. À Bruxelles, de nombreuses voix se sont exprimées pour s'inquiéter des effets de la libéralisation des marchés agricoles. Alors que les agriculteurs sont violemment exposés à la spéculation sur les marchés mondiaux et aux fluctuations des prix des matières premières, cette même Europe supprime les outils de régulation. Certains pays, dont le nôtre, essaient encore de maintenir des garde-fous. Et parfois, quand tout le monde se mobilise, on arrive à retarder la libéralisation,
et la mise à mal de pans entiers de notre agriculture et de notre patrimoine. C'est le cas pour le nouveau régime des droits de plantation de vignes, qui permettra jusqu'en 2030 de gérer les plantations pour toutes les catégories de vins, avec une limite maximale de croissance annuelle des surfaces plantées fixée à 1%. Les États membres ayant la possibilité de prévoir un seuil de sauvegarde plus bas, au niveau régional ou national. Il est essentiel de préserver le secteur viticole, qui constitue une véritable richesse pour notre pays, et au-delà des droits de plantation. Un autre combat doit être mené contre la libéralisation des contraintes œnologiques et contre le projet d'installer une production de vin de masse sans identification géographique. Si nous saluons le courage des négociateurs et notamment votre pugnacité, Monsieur le Ministre, dans ces négociations tendues, face à d'autres projets encore plus libéraux, nous ne sommes hélas pas satisfaits par la réforme qui se dégage. La nouvelle PAC tourne le dos à la régulation, qui est un enjeu majeur de l'agriculture. Il nous semblait important de maintenir les outils de régulation de l'offre. Nous condamnons par exemple la fin des quotas laitiers en 2015 et des quotas sucriers en 2018. Ensuite, si nous saluons la convergence interne des niveaux de paiement direct et l'abandon des références historiques, nous constatons que le plafonnement des sommes perçues au-delà de 300 000 €, qui cristallise l'opposition du Royaume-Uni et de l'Allemagne, est trop élevé. Il est en plus optionnel comme une bonne partie du dispositif. Le rendez-vous en 2019 pour que les agriculteurs reçoivent en paiement direct 60% de la moyenne nationale et que les mieux dotés ne perdent pas plus de 30%, tout cela relativise l'équité et la solidarité qui devraient prévaloir dans le cadre d'une véritable politique agricole commune. De plus, pouvez-vous nous donner des précisions sur ce que va représenter la dégressivité au-delà de 150 000 € par exploitation, dont 5% qui devraient être reversés par les agriculteurs les plus dotés au deuxième pilier de la PAC. L'instauration d'une prime aux 50 premiers hectares est très importante, mais là encore, tout dépend du montant de l'aide. Pouvez-vous nous confirmer le nombre d'hectares concernés? A-t-on des simulations? Ensuite, nous saluons le combat français qui a abouti à ce que les jeunes jusqu'à 40 ans bénéficient d'une aide supplémentaire jusqu'à 2% de l'enveloppe nationale des aides directes. Les jeunes agriculteurs rencontrent de véritables difficultés pour s'installer. Il y a un problème général et persistant de la pression sur les terres. Et cela est encore plus vrai en ce qui concerne l'agriculture biologique. Peut-être avez-vous prévu de répondre à cet enjeu dans le cadre de la loi d'avenir agricole. Enfin, nous nous réjouissons des avancées obtenues en ce qui concerne le couplage des aides, qui est fondamental pour l'élevage en France. L'augmentation du taux de couplage à 13%, plus 2% sur les protéines végétales, est une bonne nouvelle. Pensez-vous que cette possibilité, combinée à la diversification de cultures pour les exploitations de plus de 10 hectares et 3 pour les plus de 30, la principale pouvant couvrir 75% des terres disponibles, seront suffisantes pour gagner en indépendance en protéines? Y aura-t-il une obligation du volet protéines dans la rotation? Enfin, je voudrais conclure en insistant particulièrement sur l'élevage. Ce sont des milliers d'emplois qui risquent de disparaître dans ce secteur et dans le secteur agroalimentaire. Le cas des abattoirs GAD dans le Finistère l'illustre tristement. Tout d'abord, il est urgent de faire cesser le dumping social en Europe. Le sénateur Éric Bocquet s'est emparé de cette question qui a donné lieu à un rapport d'information, Le travailleur détaché, un salarié low cost. Y sont décrites les raisons principales de l'explosion de la fraude au détachement. Depuis 2004, le secteur agricole a connu une plus forte augmentation, plus 1003% du nombre de salariés détachés avant le bâtiment ou l'hôtellerie. Dans ma région, les éleveurs de porcs ont chiffré la perte annuelle pour la seule filière porcine française, du fait des distorsions de concurrence sur le dos des travailleurs, à 125 millions d'euros. Ils dénoncent également les problèmes d'étiquetage, et nous ne manquerons pas de revenir sur cette question dans la loi consommation. Ils demandent également une simplification administrative concernant les procédures appliquées aux installations classées d'élevage. Que comptez-vous faire dans ce domaine, Monsieur le ministre? Il est également important d'arrêter la végétalisation de l'agriculture qui a de lourdes conséquences en termes d'emploi. Pour conclure, les négociations sur la PAC confirment la volonté de persister dans une ligne de déréglementation et de libéralisation de l'agriculture, ce que nous combattons. Nous sommes très inquiets pour l'avenir de notre agriculture, et cela d'autant plus que d'autres négociations, cette fois sous la tutelle du ministère du Commerce extérieur, sont en cours et risqueraient à moyen terme de remettre en cause les quelques avancées que vous avez gagnées, Monsieur le ministre. La loi d'avenir agricole parviendra-t-elle à apporter encore un peu de justice dans ce système? Nous le souhaitons vivement, Monsieur le ministre. Nous y mettrons toute notre énergie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Lasserre pour le groupe UDI-UC.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bien entendu, ce débat est fondamental et très important, même si on peut regretter qu'il arrive un peu tard au sein de notre Assemblée, notamment au regard du calendrier européen. Tous les jours, dans nos départements, dans nos communes, on peut mesurer l'impact de la politique agricole commune. C'est bien entendu le secteur économique dans lequel l'intégration communautaire a été la plus poussée et sur lequel l'Union européenne consacre une grande partie de son budget. Ceci représente 43% du budget total de l'Union européenne. Il est bon de rappeler que les agriculteurs de France bénéficient d'aides extrêmement importantes et il est bien entendu important de distinguer dans ce débat deux choses qui remontent de toutes les interventions et sur lesquelles, je crois, il faut qu'on s'apesantisse. Les aides directes du premier pilier de la PAC, couplées et découplées ou DPU, 70% du budget de la PAC, paiement unique par exploitation, accordé aux producteurs sur la base de références historiques et plus généralement selon les surfaces des exploitations. Sur la période 2007-2013, la France est le premier bénéficiaire des dépenses relatives au marché agricole. Les agriculteurs français reçoivent en effet autour de 10 milliards d'euros par an d'aide agricole, dont 85% issus du premier pilier. En 2010, la France a ainsi reçu, c'est bon de rappeler les chiffres, 19% de l'ensemble des crédits. Elle est aussi l'un des plus gros financeurs puisque contributrice au budget avec 21,9 milliards d'euros. La politique de développement rural, deuxième pilier de la PAC. L'Union européenne cofinance des mesures qui contribuent au dynamisme socio-économique des territoires, à la préservation des paysages, et ce à hauteur de 25% globalement du budget de la PAC. Si la France semble bénéficier d'une position de choix dans le domaine agricole, cette dernière doit être protégée. C'est tout l'objet des négociations qui ont eu lieu ces jours derniers. L'enjeu étant de taille, puisqu'il s'agissait de définir la PAC pour les 6 années à venir, 2014-2020. Malheureusement, ceci s'est conclu par une baisse de 7,3% par rapport à l'enveloppe allouée pour 2007-2013, le nouveau budget de la PAC s'élevant exactement à 373 milliards d'euros. Désormais, Monsieur le Ministre, c'est dans la traduction nationale que tout va se jouer. Et jamais sur ce sujet, jamais le débat national n'aura, pour la suite des choses, n'aura été aussi important. Je pense également que parmi les points délicats mais fondamentaux, il y a la fameuse convergence concernant la redistribution des aides. Il a été choisi d'abandonner, c'est plutôt regrettable, sous la pression de certains gros pays, l'Allemagne, le plafonnement des aides directes qui deviendrait ainsi facultatif, mais en échange, le principe de dégressivité sera appliqué. Une convergence externe et interne devrait ainsi conduire à plus de justice, bien que pour le moment, seul un accord sur la convergence interne ait été trouvé, nous semble-t-il. Nous sommes favorables à une distribution plus juste des aides afin d'aider les plus petites exploitations défavorisées par rapport aux plus grandes. Ces dernières bénéficiant, les chiffres ont été prononcés à plusieurs reprises, de 80% des aides directes actuellement. Certes, on n'oublie pas que les grandes exploitations sont contributives à l'économie et à la production de masse de ce pays. Nous restons toutefois attachés au principe que je viens d'énoncer. En vérité, sur ce sujet, la notion des 50 premiers hectares n'est pas rejetée. Le débat national doit s'engager et nous y sommes très ouverts. La solution se situera au bon point d'équilibre entre la nécessité impérieuse d'éviter la disparition fatale des agriculteurs et la nécessaire préservation de la production nationale. Je regrette une orientation trop peu marquée, de mon point de vue, en direction de l'élevage et dont les perspectives, vous le savez tous, mes chers amis, sont extrêmement moroses. Certes, le taux pour les aides couplées a été renforcé. C'est une grande nouveauté, passant de 10 à 13%, avec une possibilité supplémentaire de 2% pour la production de protéines végétales qui permettra de soutenir le développement de l'autonomie fourragère protéique de l'élevage. Ceci accompagné d'un mécanisme de limitation des pertes pour éviter les baisses trop fortes, pas plus de 30%. Et pour favoriser l'emploi, qui se trouve davantage dans les exploitations de petite et moyenne taille, serait instituée une majoration des aides directes sur les premiers hectares. Tout ceci est insuffisant ou au moins perfectible. Il faut à tout prix utiliser toutes les mesures disponibles pour accorder le soutien maximum aux exploitations d'élevage. Je parle d'abord des bovins viande. Les leviers à utiliser pour l'avenir, bien entendu le couplage,
on n'est peut-être pas arrivé au bout de ce levier, le levier des compensations de handicap, celui des mesures adaptées de soutien en deuxième pilier, les mesures à mettre en place pour les bâtiments d'élevage, ça vient d'être évoqué, et préserver le niveau des DPU des systèmes naisseurs et engraisseurs. L'utilisation de ces leviers est valable, bien entendu, pour la production laitière. Sur la tendance actuelle, le paysage de la production laitière dans les 10 ans à venir va être totalement bouleversé, au point de mettre en péril, y compris l'approvisionnement de l'industrie laitière. La disparition des élevages classiques ne s'accompagne pas de formules de remplacement. Il y a donc sur ce sujet des signes très forts à donner. Là encore, nous vous donnons rendez-vous, Monsieur le Ministre, notamment sur l'engagement donné par le Président de la République lors du Salon de l'agriculture. Enfin, je dis 2 mots sur une filière qui est plutôt l'oubliée de ces négociations, c'est la filière chevaline. Un autre point fondamental... Non, mais attendez. Écoutez, on en a pour rigoler, je peux en parler aussi. C'est bien. Ça, c'est vraiment gratos et fastoche. Je répète, Monsieur le Ministre, il serait nécessaire que la filière chevaline ne soit pas l'oubliée de ces négociations, parce que la filière chevaline, elle est dans beaucoup de régions le support de l'activité, notamment dans les zones défavorisées et dans les zones de montagne. Autre point fondamental et récurrent qui ne peut pas ne pas être évoqué, le verdissement dont chacun d'entre nous a parlé. 1/3 des aides directes dépendra de la mise en œuvre des bonnes pratiques environnementales de base et 30% des aides indirectes rurales récompenseront, pourrait-on dire, ceux qui feront plus d'efforts pour la biodiversité et le climat. Bien entendu, une agriculture éco-responsable est souhaitable. De plus, notre groupe UDI-UC a d'ailleurs montré son intérêt pour ce sujet en déposant une proposition de résolution sur le droit européen pour le consommateur. Ceci étant dit, ne tombons pas dans les clichés. Regardons objectivement les efforts et la contribution de nos agriculteurs à la qualité de l'environnement. Ils font déjà pour la plupart d'énormes efforts en prêtant une grande attention à leur environnement. L'image de nos agriculteurs est trop souvent déformée et loin de la réalité. Ce sont eux en vérité les véritables protecteurs de l'environnement. Il suffit de voir l'évolution de la nature dans les zones de grande déprise agricole. Et surtout, un élément me semble indispensable dans ce verdissement, la prise en compte des spécificités locales et régionales. Je pense en particulier à l'assolement, qui n'est tout simplement pas possible dans certaines zones. Je me permets de citer le cas de certains départements du sud-ouest de la France, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et d'autres, où il est impossible pour le moment de trouver des solutions de substitution ou de complément à la culture du maïs. Il est absolument nécessaire d'adapter les exigences environnementales en fonction des départements, de leur climat, de leurs caractéristiques agronomiques et de leur caractère propre. Autre sujet qui nous tient à cœur, l'ICHN, vous allez imaginer les raisons, et la PHA, la primaire bergère environnementale, ceci touche les zones fragiles et sont bien entendu indispensables dans leur maintien. Dernier point que je voudrais évoquer, la question des jeunes agriculteurs. Certaines avancées peuvent être saluées, comme l'obligation de majoration des paiements directs. L'installation des agriculteurs est une nécessité. De même, il devient de plus en plus nécessaire de mieux accompagner, c'est une proposition, dans les premières années d'installation qui sont en fait fondamentales, accompagner les agriculteurs au niveau des risques culturaux et des risques de marché. En conclusion, Monsieur le Ministre, le temps de l'application de la réforme de la PAC en France est venu. Beaucoup plus, je le répète, que dans les années passées, la discussion nationale aura une importance considérable. De même, Monsieur le Ministre, j'en profite pour vous dire combien nos fonctionnaires régionaux et départementaux, notamment rattachés à la DDTM, auront besoin d'une plage de responsabilité et d'initiatives accrues. L'application aveugle et rigide des dispositifs européens devient insupportable au regard des situations sur le terrain. Enfin, et ce sera ma conclusion, je voudrais vous alerter, Monsieur le Ministre, sur la nécessité de régler les distorsions de concurrence et le retour à la compétitivité de nos entreprises. À l'heure actuelle, des productions se délocalisent pour des raisons de dumping social. C'était le cas de l'Espagne, c'est maintenant le cas de l'Allemagne. Cette situation porte gravement atteinte à la production agricole de France. Très solennellement, nous vous alertons, Monsieur le Ministre, et attendons vos réponses sur le règlement des distorsions et le retour à la compétitivité. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Alain Bertrand pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis un an, le gouvernement s'est donc mobilisé
à Bruxelles pour préserver et consolider la PAC, cette politique essentielle européenne pour nos territoires ruraux, était en effet contestée par certains, notamment sur le montant, par certains de nos partenaires, et souffrait surtout d'un déficit de légitimité. Il est vrai que les arbitrages antérieurs ont été faits au regard des seuls impératifs de compétitivité et de productivité, au détriment de la prise en compte de l'environnement, des impacts sur l'emploi et de l'équité dans la répartition des aides. Tout le monde l'a dit, 80% des aides reviennent à seulement 20% des agriculteurs. Est-il normal qu'un secteur qui profite de prix mondiaux favorables, notamment pour certains ces dernières années, touche des aides aussi massives? C'est bien difficile à faire comprendre aux citoyens et aux agriculteurs. Certains travaillent dur et n'arrivent pas à vivre facilement, au moins, de leur activité. Je pense à toutes les zones d'élevage, que ce soit les Vosges, le Jura, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, oui, la Bretagne aussi. Aujourd'hui, une nouvelle PAC se dessine, il faudra voir les applications nationales, qui se veut plus juste, plus verte. Il en faut, mais point trop en faut. La priorité doit être une redistribution en faveur de l'élevage. Et je reconnais que le ministre Stéphane Le Foll affiche clairement cette priorité pour l'élevage, parce qu'il traverse une crise exceptionnelle. Tout le monde s'accorde sur la nécessité de conforter ce secteur. Même le syndicat majoritaire, moi qui suis les comices agricoles depuis bientôt 25 ans, j'ai failli en tomber de la chaise. D'ordinaire, plus prompt à défendre nos amis céréaliers, parce que c'est nos amis. Il en a même fait, la défense de l'élevage, une grande cause nationale cette année, le syndicat majoritaire. Même si les prix se tiennent, pour certains, au moins je ne parle pas du lait, l'augmentation des charges et du coût des intrants, plus les aléas climatiques, je dirais, causent de réelles difficultés aux éleveurs. Beaucoup sont tentés, le ministre l'a dit, de se convertir, vous l'avez tous dit. Loin de l'idée de lancer une guerre agricole, d'opposer les productions les unes aux autres, mais simplement d'insister sur la nécessité de rééquilibrer les aides entre production végétale et production animale. Il en va ni plus ni moins de l'existence même de l'élevage dans pas mal de régions européennes. Il en va surtout de la reconnaissance du métier d'éleveur, de la dignité, de l'emploi et de nos paysages aussi. Je dirais que parler d'élevage, et le ministre a adopté la cause de l'élevage, c'est adopter la cause de la ruralité, de l'hyper-ruralité et des campagnes françaises. Parce que derrière l'élevage, il y a la vie, la possibilité d'accueillir aussi des populations nouvelles, la possibilité de créer des emplois et la vie de 80% de notre territoire français. La convergence des aides et le verdissement vont dans le bon sens, mais l'Europe ne peut se contenter d'une politique passive de distribution des subventions. Nos amis communistes l'ont dit, il est indispensable de dépasser cette vision pour porter une vision plus volontariste de l'agriculture qui préserve les productions les plus fragiles et soutienne les zones défavorisées et maintienne aussi la diversité. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Si vous souhaitez la revoir ou en savoir plus sur ce thème, notre site internet publicsénat.fr. Tout de suite, c'est l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, preuve par 3, qui reçoit aujourd'hui l'ancien ministre et député de la Haute-Loire, Laurent Wauquiez. Bonne soirée à tous.